Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Monsieur Félicien Sekongo, président du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je rappelle que vous étiez également le porte-parole des Forces Nouvelles et que vous êtes un très proche du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Guillaume Soro. Alors, est-ce que vous avez lu, comme nous, l'une des dernières dépêches de la Lettre du continent annonçant que M. Guillaume Soro aurait remis sa démission au président Ouattara? Merci, monsieur. J'ai aussi vu la dépêche de la Lettre du continent et le développement qui s'en est suivi dans les réseaux sociaux. Avant de voir qu'il y a eu un démenti de responsable de la communication du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mais avant ce démenti, nous savions que cette dépêche ne pouvait pas être une réalité parce que, connaissant Guillaume Kibafori Soro, le président de l'Assemblée nationale, cela s'entend, il serait difficile de penser que démocrate qu'il est, il ait pu penser ou alors qu'il ait pu initier d'aller remettre sa démission en sa qualité de président de l'Assemblée nationale au président de la République. Il est président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Parce que simplement, le président de l'Assemblée nationale est président de l'Assemblée nationale. Il y a une séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. L'exécutif ne peut pas être celui qui reçoit la démission du législatif. Et puis, il faut comprendre que le président de l'Assemblée nationale n'est pas nommé par le président de la République. Il est d'abord élu en tant que député de Felkessé-Dougou pour finir être donc député de la nation. Et ses pairs l'ont élu comme président de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, on sait qu'il y a eu une très forte tension aujourd'hui entre le président de la République et lui, M. Guillaume Soro. Oui, mais est-ce que cela justifie qu'on torde le cou aux règles en vigueur dans notre Constitution pour aller satisfaire quelques égos en remettant la démission au président de la République? Le président Soro a été élu président de l'Assemblée nationale appartenant au RDR. Aujourd'hui, la locomotive du parti unifié, c'est le RDR. Alors, on sait également que le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, n'est pas très laudateur de cette version du RHDP. Il n'en parle pas trop. Mais voilà, si aujourd'hui ça ne devrait pas aller, qui prendrait l'initiative de la séparation d'entre les deux hommes? Ben écoutez, moi, je crois que c'est une cuisine interne au RHDP, au RDR avant d'en arriver au RHDP. Mais bon, en tant qu'observateur, en tant que démocrate, je pourrais avoir quelques appréciations de cette question. Et mon approche, bien évidemment, de la question est toute simple. Alors, si en tant que militant du RDR, Guillaume Soro considère que la création du RHDP ne rencontre pas son adhésion, comme le militantisme ou l'adhésion à une formation politique donnée est libre, de lui-même il partira du RHDP et ça ne peut pas constituer un événement qui puisse entamer la cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire si véritablement les gens ont ancré en eux les principes démocratiques. Mais en même temps, on a entendu ces jours-ci des proches du chef de l'État dans un meeting évoquant très clairement ceci: la non-appartenance au RHDP, parti unifié, signifierait ipso facto son éviction, si j'extrapole un tout petit peu, son éviction de son fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Ben écoutez, moi j'ai aussi vu ces réactions de quelques individus qui ont... Je vais préciser le ministre Adama Bictogo. Oui. Vous savez, j'ai peine à croire que les gens soient à ce stade de réflexion, à ce stade d'analyse des choses.
On est même tenté de penser que les gens ont ancré définitivement en eux que la Côte d'Ivoire est une monarchie et qu'il y a un roi donc, et des sujets. Sinon, comment comprendre que la non-appartenance à une formation politique en création, ou du moins le refus d'adhérer à une formation politique en création, entamera de facto un processus de démission ou de démission d'un président d'institution. En même temps, ce serait une question de cohérence. Si vous n'appartenez pas au RHDP, Parti unifié, pourquoi devriez-vous être à la tête d'une institution au nom de ce parti auquel vous n'appartenez pas? Non, il faut qu'on soit bien précis. On est élu député, à partir du moment qu'on est élu député, on est député de la nation. Quand on est élu président de l'Assemblée nationale, on est élu président d'une institution de la nation ivoirienne. On n'appartient pas à une obédience donnée, on n'appartient pas à une pensée politique donnée. On n'est pas représentant d'une partie donc, du peuple de Côte d'Ivoire. On est représentant donc, de la nation, de tout le peuple ivoirien. Donc vous pensez que si le président Soro continue de ne pas appartenir, par exemple, se refuse d'appartenir au RHDP, il serait logique qu'il continue d'être président de l'Assemblée nationale? Pour moi, il ne serait pas incohérent qu'il continue donc d'exercer sa fonction de président de l'Assemblée nationale, en ce sens que, même mieux, il y a un certain nombre de choses qu'il faut préciser. Quand le président Guillaume Soro a été élu président de l'Assemblée nationale, il a été élu président de l'Assemblée nationale par les députés, candidats du RHDP, coalition politique. Alors, le RHDP en gestation, en tant que parti politique, en tant que le RHDP unifié donc, n'est pas ce RHDP qui a élu Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale. N'est pas ce RHDP qui a présenté Guillaume Soro comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale en 2016, si je ne m'abuse. Nous avons pu observer qu'il avait fait le tour des leaders pour donc battre campagne afin donc que des consignes de vote soient données aux députés au fin de l'élire comme président de l'Assemblée nationale. Là, c'est encore quand tout allait bien. Voilà. Et au nombre de ces leaders, je vais citer par exemple l'UDPC, je vais citer le PDC, je vais citer un certain nombre de formations politiques. Mais au-delà de ces formations politiques, il y avait donc des députés indépendants qui ont été donc participés à cette élection. Et donc, il serait d'ailleurs incongru qu'au jour d'aujourd'hui, pour quelques distensions liées donc à un choix politique donné, que le président de l'Assemblée nationale aille remettre sa démission au président d'un parti politique. Certains observateurs ont retenu ce week-end également le séminaire tenu par les députés proches du RHDP à Bassam. L'idée, c'est d'arriver à avoir au moins 200 députés, c'est l'objectif. Selon vous, à quoi cela pourrait servir cette démarche-là? Je ne veux pas charlanter, mais en observant, a priori, il n'y a pas de problème que le RHDP, qui est en gestation, qui devient donc parti politique, veuille avoir son groupe parlementaire, c'est tout à fait logique. Un groupe parlementaire aussi puissant, ça pourrait aider à débloquer un certain nombre de situations. Vous savez, je ne suis pas juriste, je ne suis pas non plus constitutionnaliste, mais de ma petite connaissance de la constitution ivoirienne, un groupe parlementaire ne pourra pas décider, quel que soit le nombre, de la démission du président de l'Assemblée nationale, à moins qu'on veuille donc réviser la constitution ivoirienne en usant donc de quelques articles de cette constitution qui créent l'ouverture, qui permettent l'ouverture et qui permettent donc que les gens, par voie parlementaire, révisent la constitution ivoirienne, se donnant donc la possibilité de demander la démission du président de l'Assemblée nationale. Bon, je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas tomber dans quelques charlatanes données. Je reste sur la position qui est que le RHDP s'est créé. Le RHDP met en place un groupe parlementaire qui va rassembler l'ensemble des députés membres de leur formation politique. Maintenant, le nombre que vous m'indiquez, l'avenir va nous situer, mais il m'est difficile
de croire que le RHDP sera à même de réunir 200 députés. Est-ce que le président Guillaume Soro, vous qui êtes un des très proches du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ira au congrès du RHDP les 25 et 26 janvier prochains? Je ne vous répondrai pas en tant qu'un très proche de Guillaume Soro, je vous répondrai en tant que démocrate, en tant que politique, capable donc d'apprécier, d'analyser, en tant que quelqu'un qui reconnaît en Guillaume Soro une certaine maturité politique, qui reconnaît en Guillaume Soro une maestria politique. Et donc, au nom de cela, je crois que Guillaume Soro ne pourra pas aller au congrès du RHDP parce que sa position sur cette question-là a été maintes fois donc, relayée par presse, dans les différentes presses. Et il est clair qu'il n'apprécie pas, il n'est pas d'accord avec cette vision du RHDP. Il est clair que le RHDP ne rencontrera pas son adhésion. En clair, il est plus proche de la sortie du RHDP que d'y rester. Bon, écoutez, je vous laisse vos thèmes, hein, mais je dirais plutôt, j'aimerais même vous demander, pour être proche de la sortie, il aurait fallu qu'on y ait été. Si on n'y a pas été, pourquoi donc parler de proche de la sortie? On dira plutôt que le RHDP se constitue sans Guillaume Kibafouri Soro. Donc clairement, pour moi... il n'ira pas, ce n'est pas son actualité à lui. En tout cas, du point de vue mes réflexions, du point de vue mon approche de la question, Guillaume Soro ne pourra pas et il ne devra pas aller au congrès du RHDP. C'est une mauvaise chose ce RHDP-là, ce parti unifié ou pas? Ben, vous savez, moi, nous au niveau du MVCI, nous sommes formels sur la question du RHDP parce que les actions que les uns et les autres posent heurtent notre sensibilité du point de vue donc perception de la chose démocratique, du point de vue donc conduite de la politique dans un pays qui se veut être démocratique, qui se veut être républicain. Alors pour nous, le RHDP est une tentative de mise en place d'un parti-État à l'effet donc de tuer toute forme d'opposition pour donc imposer un diktat donné. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Je ne pense pas exagérer, je crois que je relate les choses en fonction de l'image que me renvoient les faits. Donc selon vous, nous sommes en dictature, c'est ça? Ben écoutez, en tout cas, si ce n'est pas une dictature, elle est en gestation. Mais je serais porté plutôt à croire que de par les propos, de par les réactions, de par l'embrigadement de certains logos des partis politiques, de par la mise en place de groupuscules qui viennent discuter la paternité des partis politiques en dehors de toute forme de légalité, bien évidemment, l'usage de ces épouvantails politiques pour justement renvoyer l'image de ce que donc toutes les formations politiques se retrouvent au sein du RHDP n'est rien d'autre que des relents dictatoriaux, que des relents donc de nature à briser tous les partis politiques et n'exister que seuls au niveau donc de l'échiquier politique ivoirien. Je n'ai jamais compris pourquoi vous êtes aujourd'hui si dur avec ce pouvoir-là. Ben parce que simplement, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu quelques espoirs en ce pouvoir. J'ai eu quelques espoirs en ce pouvoir. Je crus, comme tout bon homme d'ivoirien d'ailleurs. Mais vous vous êtes battu pour son avènement quand même. Ben, on pourrait le dire ainsi, mais nous avions des objectifs en son temps. Vous voulez me faire revenir sur les questions en rapport avec... Non, pas forcément. Voilà. À un moment donné, comme je vous le disais tantôt, nous avons cru que ce pouvoir était à même donc, de sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Mais aujourd'hui, nous sommes malheureux de constater que ce pouvoir est en train d'enfoncer davantage la Côte d'Ivoire dans le gouffre. Parce que, bien évidemment, je le dis en toute honnêteté, et c'est d'ailleurs l'âme en peine que nous le disons aujourd'hui, que ce pouvoir est en train de détruire même les acquis démocratiques des années 90. Mais sur le plan de la réconciliation nationale, je sais que c'est également votre combat depuis un certain moment.
il y a eu des avancées notables. Madame Simone Gbagbo est sortie de prison et avec elle, plus de 800 personnes ont retrouvé la liberté. Alors, quand vous nous parlez quand même de votre déception de ce pouvoir, ça peut quand même étonner. Vous savez, peut-être que nous n'avons pas la même approche de cette question de réconciliation, de libération des prisonniers. Je salue leur libération. Nous saluons leur libération. Et au-delà? Mais notre approche était toute différente. Alors, des prisonniers sont amnistiés. Quelle est la loi qui encadre cette amnistie? Nous en sommes là. Des prisonniers sont sortis de prison. On nous cite l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo. Mais il y a des militants, il y a des Ivoiriens anodins, des Ivoiriens lambda qui avaient été emprisonnés, qui ont perdu leurs acquis. Qu'est-ce qu'on fait pour les encadrer, pour qu'ils vivent dignement? À la limite, s'agissant donc de ces Ivoiriens lambda qui, en allant en prison, ont perdu leur emploi et qui en sortent aujourd'hui, mais nous nous rendons compte qu'aucune disposition n'est prise pour leur permettre de vivre dignement. Et donc, on est même tenté de croire que les gens ont été sortis donc, des prisons encadrées par 4 murs pour les mettre dans une nouvelle prison qu'on pourra appeler indignité. Donc pour vous, ce n'est pas des avancées suffisantes? Non, ça peut pas être, pour moi, ce ne sont pas des avancées essentielles. J'ai dit tout à l'heure, nous pouvons saluer la libération, mais la forme, la procédure, le suivi donc, de la sortie de ces personnes-là des prisons. Parce que vous savez, sortir des prisons est une chose, mais vivre hors des prisons est une autre chose. Et puis, il y avait ces procédés, cette manière de faire qui pour nous aurait pu être intéressante. Au lieu de libérer des prisonniers, peut-être sur un coup de tête, pour démontrer peut-être sa magnanimité et démontrer qu'on tient les rênes de tout, on aurait pu permettre que cette sortie de prison soit l'occasion pour les Ivoiriens de se réconcilier effectivement. Parce qu'au-delà de tout, de part et d'autre, il y a des victimes. Qu'est-ce qui est fait pour les victimes? Qu'est-ce qui est fait pour rassurer les victimes? Qu'est-ce qui est fait pour conquérir ou acquérir le pardon des victimes? Parlons du pardon des victimes. On pourrait vous retourner également votre propre argumentation. Vous êtes des forces nouvelles. Il y a eu jusque-là des pro-Gbagbo qui ont été le plus poursuivis, mais de votre côté, personne n'a été poursuivi. Donc les mêmes victimes pourraient vous retourner également votre propre argumentation. Qu'est-ce que vous répondez? Non, moi, ce dont je parle, en réalité, j'ai pensé qu'après la prise du pouvoir depuis 2011, le président serait donc ancré à faire la purification de la mémoire de la Côte d'Ivoire, que donc les responsabilités soient situées, que tout le monde se repentisse et qu'à la fin, tout le monde se pardonne. J'aime à dire que tout le monde est coupable, tout le monde est victime. Le bourreau, c'est la Côte d'Ivoire. Le bourreau, la victime, c'est la Côte d'Ivoire. C'est quand même facile, non? Oui, non, ce n'est pas facile parce que vous savez, si vous approchez la crise ivoirienne, il sera difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas fauté. Donc on devrait juger tout le monde? Ben, tout le monde est coupable. On n'a même pas besoin de le juger. Tout le monde est coupable. Comprenez? Il y a eu un processus qui a été engagé. Aujourd'hui, pour nous, il est question, étant entendu que tout le monde est coupable, étant entendu que de part et d'autre, il y a des victimes, qu'on reconnaisse tous notre part de responsabilité, qu'on se repentisse de nos fautes, qu'on nous accordons le pardon et que le pardon nous soit accordé en retour. On est là peut-être à quelques heures d'une décision importante, la libération provisoire ou l'acquittement ou non du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Vous souhaitez qu'il soit acquitté, vous souhaitez qu'il soit libéré, tout de même provisoirement, ces deux personnalités? La main sur le cœur, je souhaite la libération. Et que nous venons nous retrouver ici ensemble, tous politiques confondus, toutes les personnes de la société civile ivoirienne, et qu'ensemble nous pensons au comment réparer les torts faits au peuple de Côte d'Ivoire, réparer les torts faits à la nation ivoirienne.
Comment donc faire en sorte que les victimes, qui sont de part et d'autre, trouvent réparation, fassent le deuil des morts et que, ensemble, nous soyons au chevet de notre nation pour la construire. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas dû les envoyer là-bas? Je veux plutôt dire qu'on aurait dû, dès la fin de la crise post-électorale, engager un processus qui nous permette de nous parler, de reconnaître nos fautes, de nous repentir et de nous accorder mutuellement le pardon. Mais en même temps, vous étiez ensemble. Bien sûr, mais est-ce que vous saviez notre position par rapport à la question? J'ai pu vous dire que depuis longtemps, telle est notre position. C'est vrai aujourd'hui, quand nous en parlons, des personnes se trouvent le moyen de dire que notre position a des relents politiciens, mais en réalité, c'est une conviction qui nous anime. Vous savez, quand vous êtes battu à un moment donné de votre vie, il faut savoir faire la paix. Bien sûr. Et si vous ne faites pas la paix, ça veut dire que vous courez tout simplement à la perdition. Aujourd'hui, les questions de paix est mieux, je vais vous dire. Le président Laurent Gbagbo lui-même, à un moment donné, nous en a donné l'exemple. Quand, en 2017, il a engagé le dialogue direct entre les forces nouvelles et le pays, le pouvoir en place. Quand, avant 2007, il a pu amnistier, en période d'ailleurs de crise, il a pu amnistier des personnes qui avaient été incarcérées pour participation à la rébellion. Il a gracié des personnes. Donc, c'est... Vous savez, c'est un exemple pour moi. Un acteur de la réconciliation. Oui, c'est un exemple pour moi. Même après 2001, on a eu en 2001 le Forum de la réconciliation nationale, ce qui a permis à certains leaders de rentrer au pays. En 2000, il y a eu le Forum de réconciliation nationale, en 2001. Alors, si le président Laurent Gbagbo, en son temps, a pensé qu'il était idoine de réconcilier les Ivoiriens après les événements de 1999 et de 2000, pourquoi nous, aujourd'hui, là, on ne serait pas tenté, ou du moins, on ne serait pas dans la logique d'au moins imiter ce qu'il a fait de bon et de rejeter ce qu'il avait pu faire, il avait pu faire, j'allais dire, de mauvais. Il est également question d'un rapprochement possible entre M. Guillaume Soro et le PDCI. Donc on imagine tous les mouvements et tous les partis qui soutiennent le président de l'Assemblée nationale. Vous serez vous irez sur cette plateforme-là, autour du PDCI? Je vais vous mettre bien à l'aise. Nous, en tant que parti politique, nous sommes déjà allés rencontrer le président Henri Konan Bédié. Donc vous allez nous avons souhaité même appartenir à la plateforme à venir. Très bien. Et pour nous, c'est un choix guidé par notre vision de la Côte d'Ivoire et la mise en place d'une plateforme avec le président Bédié nous donne l'occasion d'avoir une unité d'action qui nous permette de sortir la Côte d'Ivoire de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve. Il y a une actualité brûlante. Autour de cela, il y avait votre conférence de presse ce week-end. Vous avez eu des mots très durs. Je vous cite, au regard du harcèlement politique, ce sont vos termes, dont sont l'objet aujourd'hui un certain nombre de personnalités, notamment des députés. Le député Jacques Ewour, qui est en même temps dont la liste PDCI est arrivée en tête des dernières municipales au plateau, et le vice-président de votre mouvement, M. Alain Loboyon, alors, qui ont quelques difficultés avec la justice. Vous disiez qu'on n'est plus pratiquement dans un état de droit. Qu'est-ce qui vous autorise à dire cela? Je dirais que ce sont les faits. Je dirais que ce sont les faits. Alors, l'honorable Alain Loboyon, vice-président, porte-parole du MVCI, est accusé d'avoir diffusé une fausse information qui aurait, selon le dit, je reprends textuellement ce que les gens ont pu dire, qui aurait pu entraîner
des remous sociaux. Ouais. Je précise que le procureur de la République lui reproche d'avoir publié un tweet dans lequel il annonçait un mandat d'arrêt contre l'honorable député PDCI Jacques Ewo, alors que pour le procureur, il n'en était pas question. Donc, où est le délit? Alors, le procureur dit, lui, il n'a pas lancé un mandat d'arrêt et que c'est une divulgation de fausses informations. C'est un délit? Puisque c'est puni par la loi. C'est une flagrance? Puisque c'est puni par la loi. Vous savez, pour être plus sérieux, sur la question du tweet d'Alain Loboyon, vice-président du MVCI, premièrement, il n'a pas été le premier à donner cette information. Mais lui, il est élu de la nation. Est-ce que élu de la nation, on lui dénie sa liberté d'opinion? Est-ce qu'on lui dénie la possibilité de s'exprimer? Jusque-là, personne ne lui a dénié sa liberté d'opinion. Ouais. Ce que le procureur a dit, et je crus comprendre, c'est avoir annoncé un mandat d'arrêt alors qu'il n'en est pas un, pose problème. Vous savez, non, ne prenez pas des morceaux choisis, parce que le procureur de la République l'a dit ainsi et a allé plus loin pour dire que cette information aurait pu entraîner des troubles donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, n'eût été la vigilance des forces de l'ordre. Pour ensuite dire que c'est un cas de flagrant délit. Alors, ça, le flagrant délit devait relever d'une affirmation et non du conditionnel. Et donc nous nous interrogeons de ce que l'on parte du conditionnel pour chuter aisément sur donc, une affirmation établissant donc une flagrance de délit. Dans l'affaire Jacques Ewo, personne ne se demande si, dans le fond, le pouvoir a le droit de mener ces enquêtes-là. Dans le fond, est-ce que la justice a le droit de poursuivre M. Jacques Ewo? En tant que démocrate. Et tout de suite, tout le monde s'intéresse à la tension qu'il y a aujourd'hui entre le PDCI et le RHDP, entre les présidents Ouattara et Bédié. On en fait très vite des déductions. Est-ce que l'État n'est pas en droit de se saisir également de ces affaires-là? Vous savez, ce sont les pontes du régime eux-mêmes qui nous autorisent à faire ces déductions. Je vais vous faire revenir au discours de campagne au plateau. Nous avons pu entendre un des pontes du RHDP, du régime en place, dire au cours d'un meeting, quoi qu'il en soit, il sera arrêté. C'est un prisonnier en sursis. Donc vous n'êtes pas surpris? Mais cela nous fonde à dire que c'est une cabale, purement et simplement. Même si dans le fond, l'État pourrait avoir raison d'enquêter sur un certain nombre de faits qui lui seraient reprochés. Mais pourquoi vous pensez que nous, on n'est pas en droit de penser que c'est de la manipulation? Non, parce que j'arrive. Je ne dis pas que... Je dis ceci, pourquoi on ne peut pas penser que c'est de la manipulation? Vu que pendant la campagne, un ministre avait annoncé ce à quoi nous assistons. Est-ce que les enquêtes étaient finies quand le ministre l'annonçait? Auquel cas, pourquoi l'a-t-on laissé se présenter aux élections municipales? Parce qu'il était déjà en faute. Pourquoi, avant les élections municipales, l'enquête étant finie, pourquoi les gens ne l'ont pas mis aux arrêts? Pour donc l'empêcher d'aller briguer un poste électif en Côte d'Ivoire. Pourquoi on attend que la campagne finisse, que le monsieur soit élu et qu'après, comme ils avaient annoncé, on nous dise qu'il est coupable de quelques délits donnés? C'est là la naissance du doute. J'allais dire raisonnablement le doute dans l'esprit de tout Ivoirien. On va finir cet entretien en revenant au mouvement que vous avez créé. Il est entièrement acquis à M. Guillaume Soro. C'est un parti politique avec un ancrage idéologique bien défini, avec donc un programme de société,
une vision donc de la politique sociale. Avec un mentor. Avec un mentor, j'allais dire, qui est le président du parti, c'est Congo Félicien. Monsieur Sekongo Félicien est... Je suis le président du MVCI. Le soutien depuis toujours de monsieur Guillaume Soro. Oui. Ça serait vous mentir en vous disant que nous, en tant qu'individus, ne soutenons pas Guillaume Soro. Nous le soutenons parce que nous avons foi en sa qualité d'homme d'État, en sa qualité d'homme politique capable d'aider la Côte d'Ivoire à avancer. En 2020. Ben, bien évidemment, s'il est candidat en 2020, d'ailleurs, nous appelons de tous nos voeux sa candidature en 2020, le MVCI portera sa candidature. Sans faux fiant aucun, parce que pour nous, ce sera le meilleur candidat dont puisse rêver la Côte d'Ivoire. Votre mouvement prône les nouvelles valeurs. C'est quoi les nouvelles valeurs? Revenir aux fondamentaux de la démocratie. Lutter contre donc les replis identitaires, lutter contre l'ivoirité et son rebours, faire la promotion de la démocratie, de l'état de droit, d'une justice équitable et permettre à la Côte d'Ivoire de connaître ce qu'on pourra appeler l'État-nation, d'être une véritable nation, de vivre ensemble dans la tranquillité. Contribuer donc à faire naître l'Ivoirien nouveau qui laisse derrière lui les affres ou les comportements acquis par le fait des crises qu'il a pu traverser pour adopter de nouveaux comportements axés sur ce qui est intéressant pour la Côte d'Ivoire. C'est tout un programme. Absolument. Absolument, je vous le disais, je vous l'annonçais, nous avons notre vision. C'est vrai, des gens peuvent s'asseoir pour penser que, à l'instar de leur formation politique, où ils se sont vus soutenir un individu qui se présenterait pour eux comme un brave, nous, ce sont des idées qui nous unissent, c'est un programme qui nous unit, c'est donc un tout politique qui nous unit autour donc des questions essentielles de l'intérêt de la nation ivoirienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci et très bonne journée. Merci, bravo.